Nasser qui est doctorant. Je lui souhaite une très bonne réussite parce que c'est aussi l'un des rares qui ont persévéré jusqu'à ce niveau. Bravo. Et l'ambassade de Comores, il faut savoir une chose, que j'espère que l'État comorien va exister, hein, va renaître, parce qu'il n'y a pas un État comorien. Donc, en tout cas en France, les structures permettant vraiment d'harmoniser l'accueil des étudiants, là je vise personne, hein, je ne fais pas une critique vers le président actuel, hein, c'est depuis l'accession de Comores à l'indépendance, il y a une difficulté à émerger un État au sens noble du terme. On l'espère. Donc, là, en ce qui concerne cette question pointue, les étudiants sont livrés à eux-mêmes une fois qu'ils sont arrivés à Roissy. Et d'ailleurs, l'ambassade nous demandait comment aider des étudiants qui ont débarqué à l'ambassade. Et que nous faisions à l'époque un travail de bénévolat. On n'était pas payé, hein. On n'était pas une représentation nationale, hein, comorienne. On était là parce que je connaissais Mouni, on avait des démarches citoyennes, tout simplement comme les autres. Merci. Voici une réponse claire qui nous met en face de nos contradictions. Malheureusement, on ne peut pas faire toute une politique de 40 ans en 3 minutes. Mais j'aimerais également donner je vois qu'il n'y a que des garçons dans les questions qui m'ont été transmis. Je vois une fille qui a envie. Permettez-moi de donner la parole aux femmes. Alors, mademoiselle, excusez-moi, je crois la demoiselle qui est juste là, voilà, elle aurait une question. Oui, bonjour. Bon, je vais pas me lever, je suis désolée, je suis enceinte, donc je vais éviter de rester debout. Mais je me présente, donc moi je suis la coordinatrice France de Ngochao. Et je voulais juste intervenir, j'avais pas forcément une question en particulier. Je voulais juste intervenir par rapport à l'orientation. C'est vrai que le problème qui se pose, en fait, j'ai pas retenu le nom du monsieur. Monsieur Mouni. Monsieur Mouni, il a dit qu'il fallait être stratège et qu'il fallait suivre, enfin, pour avoir le visa, prendre suivre l'orientation qu'on nous imposait entre guillemets pour pouvoir arriver ici et avoir quand même le visa et ensuite le problème qui se pose, c'est que les personnes en arrivant ici se retrouvent à perdre des années parce qu'elles pensent que c'est en effet c'est cette voie-là qu'elles doivent suivre, mais en fin de compte c'est pas du tout ça qu'elles doivent suivre parce qu'elles sont pas du tout intéressées ni même passionnées par ce qu'elles font, et pourtant quand on fait des études on essaie de faire ce qu'on aime, donc juste pour avoir un visa je trouve ça dommage. Donc en fait nous on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, Ngochao, donc bon, j'en profite pour faire une petite. Et je rajouterai une chose qui est une problème. Tout à l'heure on en discutera. Et qui est une problématique très profonde. Il faut que quand vous demandez à vos frères, à vos cousins, à vos amis de faire des inscriptions, la stratégie de M. Mouni, elle est double, mais elle est bénéfique pour ceux qui ont vraiment une énergie. Il faut savoir que la préfecture, quand vous venez ici et que vous redoublez, vous enlève une année dans vos visas. Automatiquement. Ça veut dire que la personne qui vient, qui dit bon, je prends ça et puis après on verra, quand elle perd un premier visa, quand elle fait un redoublement, l'année d'après, elle n'a pas le droit à l'échec parce qu'il y aura 2 redoublements, le 3e moment du bloc, on lui dit rentrez chez vous. Donc ça occasionne d'autres problématiques. Mais ça, je pense que ce serait un juriste qui devrait vous orienter un peu plus. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Claude d'Argent. Très bien. Bienvenue. Je vais juste prendre une dernière question avec Monsieur Saïd Youssoufa avant de donner la parole à Monsieur Claude d'Argent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. J'ai une question toute simple. Dans un monde en pleine mutation, où lorsque on faisait, nous, personnellement, nos études, on entrait dans la vie active pour 40 ans, on faisait des études spécialisées pour un métier bien précis. Ma question, elle est toute simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a une vision à long terme stratégique sur l'orientation de nos jeunes, l'orientation des jeunes Comoriens qui viendront ici, qui se lancent par exemple dans leurs études, dans des longues études. Est-ce qu'on a cette vision stratégique au niveau de la formation continue et l'apprentissage au quotidien? Moi, je l'ai posé dans le cadre de ma thèse en ce qui concerne les Comores. La problématique comorienne est structurelle. Tant que les Comores n'auront pas vraiment de structure vraiment bien définie, claire et nette, ce pays va traverser des problèmes. Et c'est ce qu'on voit là actuellement. Un peu partout, là où les Comoriens se trouvent, ils ont
énormément de problèmes. Ils n'ont pas une représentation, ou les structures existantes sont quasi inexistantes, ou même sur place, c'est-à-dire il y a un désordre bien organisé que le rappeur comorien parlait de Msadjadja, comment il s'appelle, Cheikh MC. Donc ça c'est un vrai problème que M. Mouni, on ne vise personne, parce que c'est notre pays à nous tous. C'est à nous, en amont et en aval, l'autorité compétente politique et autres, les citoyens, que nous puissions poser des vrais problèmes. Parce que moi je pense que le changement, pour que des étudiants puissent aller jusqu'au bout, parce que l'avenir d'un pays, ce sont des étudiants. Si ces étudiants-là ne puissent pas aller jusqu'au bout, c'est le chaos. Si aujourd'hui ils finissent, moi on m'a critiqué parce que j'ai fait une intervention sur Think Africa, où je disais qu'ils finissent dans les relais H. Oui, mais c'est une réalité. Mais là, je n'insulte personne, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, ces étudiants-là n'arrivent pas, sont déboussolés dès le départ, ils n'ont personne, les familles d'accueil, ce sont des familles ouvrières qui ne connaissent pas les études, ce que j'appelle la génération canapé, et on les chasse de chez eux. Donc, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on peut un jour parler des vrais problèmes qui secouent ce pays? Alors, avant de donner la parole, j'aimerais que M. Claude Dargent, qui est enseignant en sociologie et chercheur associé aux EFIPOF, qui a déjà traité de sujets qui nous concernent aujourd'hui, les grandes étapes de l'évolution, ainsi que dans l'enseignement, nous donne un petit mot. Merci, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Alors, oui, on m'a demandé de vous parler de l'évolution du système d'enseignement supérieur français. Ce que je vais faire en quelques mots, parce que je crois que c'est important de voir un peu d'où il vient pour essayer de s'y retrouver aujourd'hui et voir pour ce qu'on peut y faire. Et là rapprochez le micro, s'il vous plaît. Alors, est-ce que comme ça, oui, ça doit être mieux. C'est important de voir d'où le système éducatif français vient pour savoir un peu comment s'y repérer aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, mais lorsqu'on essaye d'expliquer à un Allemand, à un Italien, à un Américain, le système d'enseignement supérieur français a tout de suite une difficulté parce qu'il est tout à fait original. Il est tout à fait original en cela qu'il a deux parties. La première partie, c'est l'université. Ça, l'université, on la trouve partout dans le monde. Mais la deuxième partie, c'est il y a aussi un secteur avec les grandes écoles, un secteur sélectif. Et ça, c'est très original. Ça, c'est très original. Dans le monde en général, il y a l'université. Université éventuellement sélective à l'entrée. Mais il n'y a pas ces deux voies qui existent en France. Et donc, ça, c'est la première difficulté quand on essaye d'expliquer comment ça se passe. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous savez que l'université de Paris est une des plus anciennes du monde. Alors, je dirais du monde occidental, parce que si on regarde le monde musulman, il y a des universités plus anciennes encore. Mais dans le monde occidental, les deux plus anciennes universités, c'est Paris et c'est Bologne, 12e, 13e siècle. Donc c'est des universités anciennes qui après se sont multipliées en province. Mais en même temps, a été créé en France des grandes écoles. Des grandes écoles scientifiques d'abord, sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle. Les ponts, les mines, l'école polytechnique, etc. Et on a toujours aujourd'hui ce double système, d'un côté des universités et de l'autre côté des grandes écoles. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que quand on regarde le système éducatif français, vous savez, la France est très attachée à l'école, à l'enseignement. Un des points positifs de la Troisième République, lorsqu'elle a prétendu gouverner au-delà de l'Hexagone, ça a été d'implanter des écoles partout où elle s'installait. Elle a implanté des écoles sur le modèle qu'on connaît bien chez nous, et ces écoles en général, elles n'allaient pas toujours très loin, elles s'arrêtaient vers 12, 13, 14 ans, sauf pour quelques étudiants heureux, souvent issus des milieux aisés, qui habitaient dans les grandes villes et qui pouvaient aller au lycée. En général, et jusqu'à la Libération, il y avait en France à peu près un lycée par département.
un lycée par département. Donc, quand vous comparez à aujourd'hui, c'était un autre monde. Et donc, il y avait très peu d'étudiants, que ce soit à l'université ou bien dans les grandes écoles. Les choses ont commencé à changer dans les années 50 et surtout 60. À partir des années 60, on a une multiplication du nombre d'étudiants en France, et ce qu'on observe aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de cela. Ça a amené à créer davantage d'universités. À Paris, il n'y avait que la Sorbonne. C'était l'université, la Sorbonne, il n'y avait qu'une seule Sorbonne, et pas toutes les universités parisiennes que vous connaissez aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule Sorbonne. Alors, dans les années 60, elle commençait à être un peu à l'étroit, donc on a créé une antenne à Nanterre, et puis, vous savez, il y a eu mai 68. Mai 68, ça a été un mouvement de révolte étudiante et sociale, mais qui a amené à réfléchir un peu et à se dire, si on veut que les universités soient un peu gouvernées démocratiquement, il faudrait qu'elles soient peut-être un peu plus petites que l'immense Sorbonne. Et on a coupé la Sorbonne. On a coupé la Sorbonne, on est arrivé à 7 morceaux, de Paris 1 à Paris 7. En plus, on a créé Paris 8 Vincennes, qui aujourd'hui est à Saint-Denis, on a créé Dauphine, et puis Nanterre est devenue une vraie université. Et puis on en a créé aussi en banlieue. Vous savez qu'on va jusqu'à Paris 13, parce qu'il y a 11, 12, 13, il y en a même d'autres qui n'ont pas le numéro, Versailles-Saint-Quentin, Cergy-Pontoise, Évry. Donc vous voyez combien, si on a créé toutes ces universités, c'est parce qu'il y avait un vrai besoin. Il y avait un vrai besoin, il y avait une demande d'étudiants, et puis il y avait aussi une nécessité pour le pays. Parce que la France, qui avait commencé très tôt à investir dans l'école, elle avait pris un peu de retard. Elle était un peu, comme on dit, malthusienne. Or, il faut savoir que pour le développement d'un pays, le nombre d'étudiants, c'est tout à fait essentiel. Et on peut même dire que c'est un indice de développement. C'est un indice de développement, le nombre d'étudiants. La proportion de chaque classe d'âge qui fait des études et des études supérieures, c'est à la fois un indice de développement et une promesse de développement. Bon. Et la France avait du retard. Elle avait accumulé du retard, et c'est pour ça qu'elle s'est fixé un objectif à la charnière des années 2000 de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Parce que pour être étudiant, il faut déjà avoir le baccalauréat. Parce qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, la scolarisation était plus poussée. Et depuis, le retard a été rattrapé. Le retard a été rattrapé, et le nombre d'étudiants dans les universités a continué à augmenter, que ce soit en Île-de-France ou en province. Alors, il a augmenté beaucoup dans les universités, il a augmenté beaucoup moins dans le deuxième secteur que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les grandes écoles, et l'autre, ce qui est aussi sélectif, c'est-à-dire les instituts universitaires de technologie et les sections de techniciens supérieurs. Les IUT, ça forme au diplôme d'études universitaires d'études technologiques, et les BTS et les sections de techniciens supérieurs au brevet de techniciens supérieurs. Là, puisque c'était un secteur sélectif, évidemment, l'augmentation a été moindre, mais ils ont quand même absorbé une partie des étudiants nouvellement créés. Et puis aussi nouvellement accueillis, parce que une des caractéristiques de l'enseignement supérieur désormais, c'est son internationalisation. Et l'internationalisation de l'enseignement supérieur fait que dans les universités françaises, mais aussi étrangères, il y a une part d'étrangers de plus en plus importante. Et tout le monde y trouve son compte, parce que ça fait bénéficier les uns et les autres de l'enseignement supérieur, des meilleurs enseignements supérieurs de la planète, et ça permet de l'autre côté aux étudiants de circuler. Alors, à ce stade, il reste 2 ou 3 questions, et je m'arrêterai à poser. Première question, c'est celle des échecs à l'université. Parce qu'il faut savoir que un des problèmes de l'université, en France et ailleurs, mais en France notamment, c'est que le taux d'échec dans le premier cycle est important. Le taux d'échec est important, il est plus important qu'il ne l'est dans le secteur sélectif. Pourquoi ? D'abord parce que l'encadrement n'y est pas aussi fort. L'encadrement n'y est pas aussi fort, et donc les élèves qui sont arrivés au baccalauréat dans des classes tout à fait surveillées se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Alors il y en a qui savent gérer cette situation, et elle est tout à fait gérable, et puis il y en a qui se disent qu'ils n'ont plus les contraintes d'avant, et qui, de ce point de vue-là, travaillent moins et puis échouent.
Ça, c'est une vraie question, une question qui est posée à l'enseignement supérieur français d'aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est un constat global, un constat de sociologie, qui n'entraîne absolument pas d'une fatalité individuelle. C'est-à-dire qu'il suffit, localement, il suffit de se prendre en charge et de se dire, bon, bah certes, je n'ai plus personne pour me dire qu'il faut que je sois en cours de telle heure à telle heure, mais si moi, je m'astreins à être en bibliothèque de telle heure à telle heure et de travailler, eh bien, je réussirai. Simplement, il faut savoir se prendre en main et c'est la grande différence vis-à-vis de la scolarité d'avant. Et ça, c'est une question centrale parce que et c'est ce qui fait que ça fait toute la différence entre constater qu'il y a un taux d'échec élevé au premier cycle et en arriver à la conclusion que ça n'a rien d'une fatalité et que individuellement, il suffit de se surveiller. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose que je voulais souligner aussi, c'est un peu du même ordre. C'est que cet enseignement supérieur français, il est d'aujourd'hui plus développé, mais il reste très inégalitaire. Il reste très inégalitaire et en fonction de l'origine sociale en particulier, le taux de réussite n'est pas le même. Ça, c'est un vrai défi pour demain qui reste posé. Bon, pour une part, il vient du fait, là encore, qu'il y a un manque de prise en main de la part de certains des étudiants qui ne vont pas jusqu'au bout et surtout qui arrêtent. Et ça, c'est une chose tout à fait importante. Il y a un sociologue important qui s'appelle Pierre Bourdieu qui avait parlé à propos de cela, de la causalité du probable. Qu'est-ce que ça veut dire la causalité du probable ? Il nous expliquait la chose suivante. Finalement, les enfants d'ouvriers, ils voient peu autour d'eux de cas de membres de leur famille qui aient fait des études supérieures, longues, etc. Et ils se disent, bah, j'ai pas d'exemple autour de moi de gens de ma famille qui ont fait des études supérieures, donc c'est pas pour moi. Et donc, bah, ils arrêtent. Ils arrêtent. Et donc, du coup, évidemment, il y a moins d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur. Mais vous voyez que s'ils raisonnaient autrement, et en se disant, bah, il n'y en a pas autour de moi, mais c'est pas parce que j'ai peu de membres de ma famille qui aient réussi dans l'enseignement supérieur que moi-même, je ne peux pas réussir. Et s'ils avaient continué, eh bien, ils auraient réussi aussi bien que les autres. Donc ça aussi, vous voyez, c'est comme sur la question la question du taux d'échec. Il faut savoir persévérer en la matière, prendre des moyens, mais savoir persévérer. Et parce que sinon, effectivement, on donne raison à ceux qui disent, ah bah oui, mais les catégories moins favorisées, elles ont moins de chances de réussir. Elles ont autant de chances de réussir si elles persistent et si elles en prennent les moyens. Et le dernier point, et j'en terminerai par là, est-ce que ça vaut toujours le coup, dans ce contexte actuel où il y a plus davantage d'étudiants et davantage de diplômés, de faire des études d'enseignement supérieur ? Il y a eu des grandes théories, vous savez, qui ont fait le lien avec l'inflation, en disant, bah, lorsqu'on imprime trop de billets de monnaie, forcément, ça crée de l'inflation, et donc chaque billet, il vaut moins. Et qui ont transposé ce raisonnement au diplôme, en disant, on crée plus de diplômes, on donne plus de diplômes aujourd'hui qu'avant, et donc chaque diplôme, il a moins de valeur. Je crois que c'est une analogie qui est erronée. Et en tous les cas, si on regarde les chiffres, là encore, on constate qu'elle est fausse. Qu'elle est fausse en quoi ? Bien sûr, il y a plus de diplômes aujourd'hui. Mais le diplôme reste un atout essentiel sur le marché du travail. C'est très clair quand on regarde des statistiques, en France comme ailleurs d'ailleurs, plus on est diplômé, moins on a de malchance d'être au chômage. C'est très clair. C'est très clair. Le taux de chômage baisse avec le niveau de diplôme. Pas forcément, alors on ne travaillera pas forcément dans la matière qu'on a étudiée, etc. Et aujourd'hui, et demain encore moins qu'aujourd'hui. Mais plus on a un diplôme élevé, plus on a de chances de trouver un emploi. Et donc c'est sur cette conclusion que je tenais à terminer. Merci à vous. J'aimerais soulever une petite question qui est très franco-française. C'est et nous qui sommes comoriens, qui parlons la langue française et qui réfléchissons en français, on arrive à cette même conclusion, c'est le diplôme. Aujourd'hui, au Comores, on a une quantité de docteurs qui est immense, et on oublie que le diplôme, c'est la capacité de faire et non l'idée d'avoir un travail. Alors qu'on nous a toujours incité à avoir des diplômes, non pas pour avoir un travail, mais pour avoir le titre de.
peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, à savoir où est-ce que m'amène mon diplôme, au lieu de se dire quel titre je vais avoir au final. J'aurais une question un peu à Monsieur S, peut-être qu'on pourrait peut-être un peu plus développer. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un point commun entre le provincial qui arrive à Paris et l'étranger, en l'occurrence ici le Comorien qui arrive à Paris. Donc je suppose que vous avez également subi ce que nous on a un petit peu subi, c'est des problèmes un peu financiers. On arrive, on ne sait pas où se loger, on ne sait pas comment à la fois mener les études et travailler. Comment on fait quand on est étudiant de province ou en l'occurrence ici des Comoriens pour à la fois être assidu en cours et subvenir aux besoins quotidiens. Oui, de toute façon, par rapport à ce que disait tout à l'heure Claude Dargent, c'est vrai que au départ, l'université était faite pour des gens qui avaient les moyens d'y aller, et l'ouverture massive de l'université à 80% d'une classe d'âge, par exemple, bon, ça veut dire que, par exemple, à Stains, vous avez des élèves de terminale qui travaillent. Normalement, ce n'est pas prévu dans la loi, mais vous avez dans certaines classes 40% des élèves qui travaillent en terminale. Donc, il faut être sociologue de terrain pour s'en rendre compte, mais un élève qui obtient son bac en 2 ans, si vous voulez, à Stains, il est quelqu'un d'extraordinaire, parce que avec les programmes exigés au bac, si vous voulez, dans toutes les matières et tout, c'est quelque chose de très difficile. Donc, c'est vrai que l'État, depuis Chevènement, ne comprend plus du tout ce qui se passe au niveau de la vie étudiante. Hein, parce que, par exemple, au départ, De Gaulle et Edgar Faure, avec Paris 8, par exemple, acceptaient des étudiants, quel que soit leur niveau, en disant, s'il vous faut 4 ans pour faire votre maîtrise, il n'y a aucun problème, vous atteindrez le niveau, on va vous prendre, etc. Quand je suis entré en tant qu'enseignant à Vincennes, on avait un certain niveau pour la licence, un certain niveau pour la maîtrise. Il y avait des gens qui mettaient 3 ans pour faire une année, il n'y avait aucun problème. Et tout d'un coup, ça a été l'époque où les financiers ont pris le pouvoir partout. On a dit ça coûte trop cher d'avoir des étudiants qui restent 3 ans pour faire. Il faut avoir son diplôme tout de suite. Alors effectivement, ce qu'il se disait tout à l'heure, si vous redoublez une année, on vous retire une année sur votre visa, etc. Ça devient très compliqué pour un étudiant étranger de gérer à la fois la question du visa, la question de la carte de séjour, la question de la survie, etc. Bon, les étudiants pauvres, français, ont toujours vécu à partir de petits boulots. On évoquait la création de l'université, mais les premiers étudiants vivaient de petits boulots. Déjà, c'est décrit chez Villon ou ailleurs. Bon, il y a toujours eu cette espèce de transition entre la vie d'enfant et la vie de l'entrée dans la vie professionnelle, etc. Une espèce de période de latence. Et cette période de latence dure depuis longtemps, de plus en plus longtemps. J'ai fait une étude sur une classe de CM2 dans laquelle était ma fille. Les gens ont maintenant 36 ans. Il y en a très peu qui sont insérés définitivement, même des Français. Donc, il y a de plus en plus de boulot précaire, etc. Donc, on est dans un flou, et dans une précarité assez complexe, quoi. Et pas seulement pour les Comoriens, mais pour l'ensemble des étudiants, en fait. Très bien, merci. Je voudrais reprendre la séance des questions. Ismaël Ali Abdou,
Donc finalement, moi, c'est pas pour des questions, mais c'est pour peut-être réagir et compléter ce qui a été dit ici, qui a été dit d'une manière très pertinente, et on a remercié aussi ceux qui ont organisé cet événement. Mais en fait, je voudrais peut-être retourner un peu en arrière, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde ici s'accorde de dire que voilà, les Comores dysfonctionnent sur toutes les échelles, et je ne suis pas totalement d'accord sur ça, parce que il n'y a pas seulement, en tout cas, si je me base sur le baisse du niveau scolaire, la langue française, même ici en France, ce problème se pose. Il y a un problème de langue, il y a un problème de maîtrise de la langue. Donc, et aussi, il faut peut-être retourner un petit peu en arrière, regarder l'histoire des Comores par rapport à tout cela, parce que la France, quand même, il y a eu beaucoup de manœuvres dans lesquelles la France a trempé, dans la baisse du niveau scolaire, et même dans le chute de l'enseignement secondaire et ainsi de suite, universitaire. On s'en souvient très bien de l'arrêt de l'université de Comores, les premières années avec Abdallah et ainsi de suite, les coups d'État qu'ils ont eu et qui ont affecté tout ce système-là. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est revoir tout ce historique-là. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est peut-être à dire aux étudiants comoriens de lire un roman, par exemple, Mohamed Tahir, La République des Imberbes, dans lequel il traite le problème de la langue française et la langue comorienne, l'hybridité identitaire, en même temps l'hybridité de la langue française. Et là aussi, il faut s'ajouter avec une autre, pour moi, c'est l'une des romanciers de l'Afrique, Achimamanda Adichie, dans un livre qui s'appelle Purple Hibiscus, ou bien le Hibiscus pourpre, tu vois, qu'on peut effectivement lier avec le roman de Mohamed en tout cas Tahir, pour comprendre. Donc c'est pour dire que finalement on est toujours dans ce cycle de remise en cause de l'État comorien, mais sans jamais proposer quelque chose derrière et sans jamais indexer ceux qui ont fait quand même ces trous dans l'État comorien. Très voilà. Bien. Merci pour votre intervention. Si j'ai écouté votre propos, moi je suis de ceux qui parlent de l'autodétermination, donc j'arrête de dire que c'est la faute d'autrui et je me regarde moi sur ce que je suis capable de faire et de proposer. Donc si je devais parler, je parlerais plus à ce monsieur qui est le représentant de ceux qui nous dirigent. Voilà pourquoi je fais très peu appel à leur concours et je organise avec des amis pour ne pas avoir demain à dire que ça ne marche pas. Je prendrai également une autre question de M. Mondje Sandy. Bonjour. Et apparemment, il faut que tu marches un peu, te mettre ici pour qu'on puisse capturer ton visage. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Fais comme si tu rappais un peu là. Tu vois, voilà. Merci. Donc, c'est un constat que je fais moi-même, qui suis étudiant. Mon professeur, c'est M. Rémies, ici présent. Mes collègues, c'est Barouane. Et beaucoup d'entre vous qui ont vécu l'expérience de Paris 8. Donc, ce constat, vraiment, il est divers et varié. C'est-à-dire, c'est d'ordre général. Un étudiant, Barouane l'a déjà expliqué, un étudiant qui vient ici, il est accueilli par un parent qui lui-même n'a pas connu les études, avec des conditions rudimentaires, très limitées, avec son insertion ici, sa façon d'être qui n'est pas stable. Donc l'étudiant lui-même, c'est un petit échec davantage de l'étudiant. Deuxième chose, la question se pose de l'endroit où cet étudiant, par rapport à l'orientation qu'il a fait, là où il va travailler, est-ce que c'est ici en France ou c'est dans son pays d'origine? Parce que moi-même, j'ai subi ça, j'ai eu un master, auquel même l'université a envoyé des lettres aux étudiants qui ont eu des masters à cette année-là pour savoir où est-ce qu'ils en ont par rapport à leurs diplômes qu'ils ont eu. Et je pense que je ne suis pas moi seul. Beaucoup des étudiants, comme on vient de le dire, ils ont fini par des reliages et des petits boulots auxquels ça ne donne à rien. Donc, le problème, il est là. Est-ce qu'on fait des études? L'orientation, c'est pour retourner dans son pays d'origine. Donc, là, on peut faire une bonne orientation. Est-ce qu'en arrivant là-bas, est-ce qu'en arrivant là-bas, on a le travail escompté? Point d'interrogation. Est-ce qu'on fait des études pour rester ici en France? Quand on est diplômé, sachant quand on est diplômé, c'est un peu dérangeant.
Ça, on dit les choses telles qu'elles sont. Beaucoup qui ont eu leur doctorat, qui sont ici, si on fait le bilan, et ceux qui sont arrivés à un niveau recherche, jusqu'ici, ils ne travaillent pas dans le domaine auquel ils ont fait les études. Mais ce sont des travaux, ce sont des petits boulots auxquels ils bidouillent pour gagner leur vie. Et deuxième chose, c'est la situation ici. Beaucoup d'entre nous qui sommes venus ici faire des études. Donc, la première des choses, c'est avoir son titre de séjour. Tout le monde est conscient. Et donc, pour avoir ce titre de séjour, et encore, pour pouvoir faire des études qui sont très coûteuses ici, il faut avoir un boulot, il faut avoir un travail. Et ce travail-là, beaucoup, ils ont misé dans ce travail, puisqu'ils ne savent pas là où ils vont y aller. Si c'est ici ou c'est dans leur pays d'origine, et du coup, ça vaut un peu par rapport à leur destin qu'ils ont déjà fixé. Est-ce que ce n'est pas un manque d'ambition, et excusez-moi les demoiselles, mais de culot, de dire je suis doctorant, j'ai fini, mais j'ose pas regarder. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'en ai un peu marre de ce discours où on finit par se rabaisser à chaque fois. Nous les pauvres, on peut pas. Aujourd'hui, des gens comme toi sont dans des places où toi, tu n'oserais pas rêver. Est-ce que le problème, il n'est pas de toi, en fait? De dire que toi, tu n'oses pas te dire que tu peux être directeur financier chez AXA. Est-ce que ce n'est pas toi le problème où tu peux pas te dire, en fait, tu peux être ingénieur, chef de projet chez EDF? Est-ce que tu ne peux pas te dire que demain, tu peux avoir, monsieur est à la retraite, donc je ne serai pas désobligeant, être un professeur à l'université et tu diriges? Est-ce qu'aujourd'hui, on va pas arrêter de se dire, nous les pauvres, comment rien, je sais pas, est-ce qu'on peut pas aujourd'hui se dire, qu'est-ce que je veux, quelle ambition j'ai? Je vous dis ça alors que moi j'ai un parcours assez chaotique, et aujourd'hui je gère une boîte et j'ai plus de 1000 mètres carrés. Ça, c'est des choses auxquelles rien ne me prédestinait, mais parce que j'ai mon ami qui est là-bas qui se fout de moi à chaque fois, mais moi, à chaque fois que je baisse de régime, mes amis me tapent dessus en disant, Bougali, et pas nous voilà. Est-ce que tu veux aller là-bas ou tu veux continuer à gagner le SMIC? J'en ai marre de gagner le SMIC, mon pote. D'accord. Bon, je vais répondre à cette question. Bon, sachant que je n'ai pas encore fini mon intervention. T'inquiète pas. On a commencé en retard. Justement, si on ne se voile pas la face, c'est que ce que tu dis, ce que vous dites, si je peux vous... Merci. Donc, est-ce que c'est une réalité ou c'est un langage? C'est une manière de parler. Quand on fait un constat, par rapport à tous les étudiants. Est-ce que vous n'êtes pas le seul à diriger une petite entreprise? Ah non. Est-ce que vous n'êtes pas moins nombreux à diriger une entreprise? Ah non. Par rapport, parce que on n'a pas entre moi et vous. On parle de manière générale. C'est au juste. Je finis ma phrase et puis après on va parler. Donc moi ce que je dis, c'est un constat. Je l'ai vécu à l'université qui a accueilli pas mal d'étudiants comoriens ici en France, c'est à l'université de Paris 8, et j'ai vécu pas mal de diplômés issus des grandes universités d'ici, mais quand on dit les choses telles qu'elles sont, la majorité des étudiants qui ont fait des études ici, ils sont issus des lettres modernes, c'est-à-dire des sciences humaines, si je peux le dire. Et les gens, les étudiants qui ont eu la chance d'avoir des places, ce sont des étudiants qui ont fait des études scientifiques. On peut pas faire de monologue, vous et moi, donc on fait des signes pour couper. Excuse-moi, Juan, mais les exemples que je vous ai donnés un peu avec énergie comme ça, mais c'est ce que je vis depuis 5 ans avec Reva. Tous les gens que je vous dis, les places que je vous ai citées, ce sont pas les miens, ce sont des gens qui viennent chez nous quasiment tous les trimestres. En fait, les places dont je vous parle, ce sont des gens comme vous qui ont ces places-là aujourd'hui. Donc, des gens qui ont des boîtes, il y en a des centaines et des milliers. Donc, je vais prendre le micro parce que sinon je vais me faire... Ok. Mais je pense que mon constat, je le partage avec beaucoup d'entre nous, y compris Baroua. Très bien. Et qu'on a vécu par rapport à ça. Très bien. Monsieur Baron, vous avez 1 minute. 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Oui. C'est très important ce qu'il venait de dire parce qu'on a constaté que dès 2002, l'université de Saint-Denis nous a signalé que le taux de réussite des étudiants comoriens est en baisse. Vraiment, c'est le paradoxe, parce que les Comoriens ils pensaient qu'en venant à Paris 8, ils allaient réussir. Finalement, c'est la seule fac où les Comoriens ont eu des ratés. Donc, il y a peut-être 2 ou 3 doctorats
il y a une dizaine d'années hein, à l'université de Saint-Denis, mais surtout les jeunes qui sont venus, il y avait des contingents. Les contingents, ils étaient au nombre, ça dépendait des régimes là-bas, ils étaient au nombre de 100, parfois 150. Et là, ces jeunes-là, quand ils arrivent, ils sont même motivés et tout, mais les structures d'accueil, mais les différents problèmes et autres ont fait que ces jeunes-là désertent la deuxième année. Ce qui fait que Saint-Denis n'a pas vraiment réussi, n'était pas une chance pour les Comoriens, en tout cas étudiants. Une deuxième chose, il y a un phénomène nouveau qui s'appelle les étudiants sans papier. C'est-à-dire, on a constaté à partir de 2007, là, moi, parce que j'ai suivi le problème de près. Parmi tous ceux qui sont là, il n'y a pas plus que moi qui était tout près de ces étudiants-là. On a constaté que pas mal d'étudiants qui viennent de Dakar et ailleurs, qui viennent avec un visa C, c'est-à-dire un visa qui n'a pas de possibilité de renouvellement ici. Ce n'est qu'il y a 2 ans ou 3 ans que la fac de Saint-Denis a accepté de porter. Attends, parce que ça c'est important pour les étudiants. Mais tout est important, oui. Attends, Galil. On est dans une conférence sacrée aux étudiants. Donc, la problématique est posée sur les étudiants. Donc, ces étudiants-là, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, que la fac a accepté de défendre leur dossier auprès de préfectures. Donc, on estime qu'il y a un vrai problème qui se pose. Ces étudiants-là, ils n'ont pas une autorité étatique comorienne qui est derrière. Ils n'ont personne dans leur démarche. Personne. Donc, très bien. Et une toute dernière chose. Je suis désolé, je dois modérer, donc je vous modère. Vous m'excusez quand je suis passionné parce que c'est un problème qui m'a pris 10 ans de ma vie. Hein. 10 ans, c'est-à-dire une corvée. Donc, merci. Merci. Je prends une dernière question. Abdelaziz. Voilà. Bonjour, Abdelaziz, étudiant en master à l'UPEC. En fait, ma question est la suivante. Je vais essayer d'être très bref parce que s'il vous plaît. Je sais que le temps il est limité. Tout à l'heure, monsieur, vous avez mentionné des difficultés que rencontrent la plupart des étudiants, que ce soit francophones ou bien d'autres pays qui viennent ici, concernant les inégalités scolaires par rapport aux filières. Et donc, ma question elle serait la suivante. Est-ce que, par rapport à ces difficultés, vous et notamment les enseignants, les facs, aviez pensé à mettre en place des politiques d'aide à certains étudiants qui aimeraient peut-être poursuivre des filières longues, mais par manque de soutien ou bien de volonté, ils n'arrivent pas. Et ma seconde question, c'est par rapport à concernant les... vous avez mentionné tout à l'heure... Cours, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, désolé. Par rapport au retirement, je pense par rapport au visa, je ne sais pas, j'ai pas... après 2 échecs, je pense, on retire le... Exactement, oui. après donc, 2 redoublements, on n'a plus le droit au visa. J'ai pas beaucoup de... Et donc, je voulais savoir, est-ce que les mairies, notamment les préfectures, ils ont essayé de mettre en place notamment des politiques parce que vous avez mentionné aussi par rapport aux petits boulots que font les étudiants, sachant que la plupart des étudiants ils n'ont pas de fonds, pardon. Merci. Et c'est l'une des raisons qui les Merci à vous. On va laisser Monsieur le professeur répondre. Merci. Merci de ces questions. Sur la première question, à savoir le soutien. Il y a des dispositifs qui existent. Maintenant, on pourrait toujours et on doit toujours faire plus en la matière. La question centrale, c'est aussi de les solliciter. Il y a d'abord un service d'information et d'orientation qui existe à l'université, dont c'est la fonction que de faire un diagnostic. Si on va le voir, il va regarder quelles sont vos compétences et il va essayer de vous éclairer sur les meilleures filières, celles dans lesquelles vous avez le plus de chance, celles qui peuvent déboucher plus sur l'emploi qui vous intéresse, etc. Mais ce service d'orientation, d'information et d'orientation, il ne va pas voir l'ensemble des étudiants, il ne peut pas. Il y a forcément dans les documents qui vous sont distribués en début d'année, il est mentionné, mais c'est à vous d'aller le voir. C'est à vous d'aller le voir. Il y en a dans toutes les universités. C'est des dames et des hommes qui sont extrêmement compétents, qui aiment bien ce qu'ils font. Mais il faut que vous ayez les solliciter. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas non plus omettre de solliciter vos enseignants. Ça, c'est une fois que vous êtes dans une filière. Mais avant d'attendre d'avoir décroché, etc., quand vous voyez que les choses commencent à ne pas aller, que les notes ne sont pas ce qu'elles doivent être, etc., il ne faut pas hésiter à aller trouver vos enseignants et essayer de leur dire « ça ne marche pas, je ne comprends pas, etc. etc. »
Bon, j'inverse pas systématiquement la chose, hein, mais les dispositifs existent, simplement, il faut que vous les sollicitiez parce que c'est une université de masse, et une université de masse ne peut pas faire un suivi de chaque étudiant. En revanche, quand l'étudiant se remue et va essayer de trouver des solutions, il y a des dispositifs qui existent. Voilà. Sur la question visa, etc., vous comprenez bien que la préfecture de police, son objectif n'est pas de garder les étudiants, etc. Elle est en l'occurrence, de faire appliquer le droit, etc. Donc c'est pas là que vous allez trouver du soutien. Il faut essayer en préalable d'éviter de se mettre dans une situation d'échec, donc d'éviter de donner des raisons qui seront, vous avez eu 2 échecs, donc voilà, c'est pas la peine. Donc faut en préalable à tout ça, vous remet pour essayer de voir dans l'université qui peut vous aider à mieux réussir. Très bien. Je voulais remercier les intervenants. J'ai reçu tellement de papiers pour me dire qu'il fallait que j'arrête que je n'ai que 6 minutes de retard dans mon programme. Donc je vous remercie vous d'être venus et on va avoir une petite pause gustative. Donc j'aimerais que vous applaudissiez les intervenants s'il vous plaît. Et vous dire que faire ensemble c'est toujours mieux que faire tout seul. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure. Mansoni ngutsojirela Yesu muhani mutomba Ni ashina ngutsomruma Twamaya yambahindwa ula Voya sezi wazodali Ahuanizo kajabenta Chilere akansiwa Moya tufani swa jamana Anza yake jamana ulelwa Shioni ya ulikoni Musiro notiani Aitinu ya pewa